C'est parti? Eh ben voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous nous avez rejoints pour cette conférence et je voulais vous raconter une histoire effectivement un petit peu aujourd'hui. Et c'était l'histoire de Justine, 21 ans, qui vit chez ses grands-parents avec son cousin. Et un jour, un mystérieux corbeau sème le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. Eh ben, malheureusement, c'est pas cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la facturation électronique en France et au nom de toute l'équipe Simtrack, je suis ravi de vous accueillir en visioconférence et merci d'être présent pour cette conférence sur les évolutions à anticiper dans le cadre de Chorus et le PPF. À quelques mois, effectivement, de ces premières échéances, nous avons beaucoup discuté, mais beaucoup, à travers des conférences de PDP, d'OD. Nous avons même contribué à ces discussions lors de notre conférence et ce sujet a pris une place prépondérante. Mais il existe les oubliés du dimanche. C'est le début du livre que je vous ai raconté. Vous savez, l'histoire de Justine. Et bien là, ce sont les oubliés de la facturation électronique, à savoir le portail Chorus Pro. Ceux qui utilisent le portail Chorus Pro, quelles sont les évolutions à anticiper dans ce cadre-là, que vous travaillez dans le secteur privé en tant que fournisseur des marchés publics ou que vous soyez dans la sphère publique en réception de ces factures. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marc Daman, je suis ravi de vous accueillir comme je l'ai indiqué et je suis pour cette conférence accompagné de Maxime Huillot. Bonjour Maxime, pardon d'avoir Bonjour écorché Marc. ton nom. Et comme d'habitude, nous avons une modératrice. La modératrice du jour se prénomme Margot. Comme très souvent, c'est elle qui va réceptionner l'ensemble de vos questions que vous allez poser au cours de cette conférence. Nous ferons en fin de session une session de questions-réponses, un peu comme souvent. Et à partir de là, soyez inventifs dans vos questions parce que elle va devoir les sélectionner. Moi, je ne pourrai pas les visualiser, donc c'est vraiment un choix qui sera fait. Et pour commencer cette conférence, qu'est-ce qu'il y a au programme, Maxime? Alors, merci Marc pour cette superbe introduction. Alors, au sommaire de cette conférence, nous allons tout d'abord rappeler les grands principes de cette réforme en termes d'objectifs, de calendrier, de processus et de format. Ensuite, pour vous qui utilisez déjà Chorus Pro, nous verrons quelles sont les évolutions à prévoir du fait de la réforme. Enfin, nous terminerons par vous présenter ce que nous avons mis en place chez Simtrax pour permettre de vous accompagner sereinement dans cette transition en minimisant les impacts sur votre manière de travailler ainsi que sur le système d'information en place. Marc, peux-tu nous rappeler rapidement le périmètre de la réforme? Alors rapidement, c'est pas un mot qui m'est très cher parce qu'en fait, j'ai tendance à parler beaucoup et beaucoup, raconter beaucoup d'histoires, mais je vais essayer d'être le plus circoncis possible, pardon, pas circoncis, mais le plus court possible, en revenant sur les différents périmètres de la réforme. Et je vois qu'en ce début d'été, on est quand même assez nombreux à assister à cette conférence, qui était un petit peu un plaisir de vous savoir parmi nous, mais ça veut dire que le sujet est quand même d'actualité. Donc revenir au niveau des textes réglementaires, des choses extrêmement simples. Donc les textes réglementaires rendent obligatoire l'échange d'électronique de factures. On appelle également cela le e-invoicing pour les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et établis domiciliés ayant leur résidence habituelle en France. J'ai fait la complète. Et donc, ça signifie qu'entre deux entreprises assujetties à TVA, on va parler de facture et d'une facture électronique. On reviendra sur ces définitions. Et puis, on voit que les zones géographiques ont leur importance, contrairement à avant où on pouvait envoyer une facture un petit peu comme on le souhaitait. Et dans les zones géographiques, la première, c'est les zones effectivement à l'international. Que vous ayez des fournisseurs ou des clients à l'international, qu'ils se situent dans l'Union européenne, effectivement dans la zone CEPA ou en dehors à l'international, on va donc parler de e-reporting, à savoir la transmission des données complémentaires à l'administration pour les transactions interentreprises non domestiques. Ça signifie que vous, en tant qu'assujetti à TVA, et également si vous êtes du secteur public assujetti à TVA, vous allez être en obligation de déclarer vos données de transaction et vos données de facturation. Et puis, pour terminer, il existe aussi entre les entreprises et le consommateur final, ce qu'on appelle plus vulgairement, je dirais, le B2C avec cet acronyme anglais, à savoir consumer et les particuliers. Quand vous êtes à destination des particuliers, vous allez aussi avoir l'obligation de créer du e-reporting. Mais par rapport à ces obligations, il existe un calendrier. Est-ce que Maxime, tu peux nous le présenter?
Oui, bien sûr, Marc. Donc, au niveau du calendrier de la réforme, il y a deux aspects à distinguer. La réception de factures d'une part et l'émission de factures d'autre part. Pour ce qui concerne la réception, au 1er juillet 2024, la réception de factures électroniques sera obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors que votre fournisseur émet une facture au format électronique. Du point de vue de l'émission, l'obligation d'émission de factures électroniques, donc tout ce qui concerne le e-invoicing, tout comme l'obligation de transmettre les données de transaction et de paiement, ça c'est le e-reporting, s'appliqueront de manière progressive en 3 étapes et selon la taille de l'entreprise. Donc au 1er juillet 2024, les grandes entreprises françaises, donc les 300 plus grandes entreprises françaises seront concernées. Ensuite, 6 mois plus tard, au 1er janvier 2025, ce sera le tour des ETI, entreprises de taille intermédiaire, et le dispositif sera finalement complété au 1er janvier 2026 avec l'ajout des PME et des micro-entreprises. Marc, on parle beaucoup en ce moment de PDP, d'OD, de PPF, mais comment ça va se passer véritablement en pratique? Oui, merci Maxime. C'est sûr que là, la question se pose et on va revenir sur ce fameux schéma en Y. Donc, les entreprises soumises à l'obligation de facturation électronique ne vont plus pouvoir transmettre de manière directe une facture entre un fournisseur et son client. À partir de là, le même mécanisme qui est aujourd'hui appliqué dans le cadre des opérations associées au marché public, c'est-à-dire le passage par le portail Chorus Pro, sera réalisé. On aurait pu s'arrêter là. Et en fait, il a été décidé d'agrandir un petit peu le périmètre et de passer sur un schéma en Y. Et ce qui signifie concrètement, c'est l'entrée de nouveaux acteurs qui vont être effectivement des plateformes de dématérialisation partenaires. Alors, ce ne sont ni plus ni moins que des opérateurs de dématérialisation, comme aujourd'hui vous utilisez dans le cadre de Chorus Pro pour les échanges, mais simplement ces opérateurs de dématérialisation vont consacrer une toute petite partie de leur activité pour un service, pour réaliser le même service proposé par le PPF en mode gratuit à travers le portail comme aujourd'hui dans leur offre de service. Et ça signifie que pourquoi il a été décidé en fait d'offrir la possibilité à des plateformes partenaires qui seront donc immatriculées par l'État. Bah, tout simplement pour respecter les flux numériques qui existent déjà. On parle de flux de transmission EDI, c'est-à-dire des données en fait qui sont déjà structurées. Par exemple, vous êtes un fournisseur de la grande distribution, Carrefour, Auchan, Cora, etc. Vous devez travailler au niveau de l'EDI pour transmettre ces informations pour qu'une application puisse intégrer l'ensemble de vos factures. Et donc, pour garder ces flux, il a été décidé de rajouter effectivement ces deux acteurs qui sont la PDP en émission et la PDP en réception, si toutefois on souhaite conserver des flux électroniques. Si vous n'avez pas de flux électronique et vous faites simplement de la facture traditionnelle, là, le passage à travers le portail public s'effectuera par votre opérateur de dématérialisation, comme aujourd'hui dans le cadre de Chorus, Chorus Pro. Donc, ce schéma Y va entraîner de nouveaux acteurs, effectivement, et puis une nouvelle façon d'apporter cette facture, de transmettre cette facture et de réceptionner à la fois des informations aussi sur le cycle de vie de la facture, ce qui est assez intéressant en soi. Alors, j'ai parlé des flux, mais il est important de bien comprendre que pour que ce mécanisme fonctionne, il y a un annuaire qui va servir effectivement à centraliser l'ensemble des informations. Cet annuaire, c'est exactement le même annuaire que vous utilisez aujourd'hui, FAR37, qui s'appelle dans le cadre des marchés publics, qui va vous permettre d'adresser la facture. Alors, cet adressage, c'est pas vous qui allez le faire, mais ça veut dire une séritisation de vos bases de données pour être en capacité de donner cette information sur la facture immédiatement et que le public ou la PDP soit en capacité de router la facture de la bonne manière. Donc, en complément du phare 37, il y a la base de données INSEE qui va être intégrée à ce nouvel annuaire qui sera géré également par le portail public de facturation qui servira de concentrateur de données pour transmettre l'ensemble des informations, des données à l'administration fiscale. Bah, voilà, pour lutter entre autres contre la fraude. Mais là, on a parlé des flux, on a parlé des acteurs, reste à parler des différents formats. Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, il existe en réalité 3 normes de facture électronique autorisées, à savoir, dans un premier temps, le FactureX. En fait, il s'agit d'un nouveau format mixte qui va combiner un fichier structuré de type XML et un fichier PDF pour le lisible. On a également 2 formats structurés qui ne contiennent pas de lisible. On va avoir le format UBL, cette norme est reconnue dans le monde entier, et on a également le format C2I,
norme élaborée par un organisme international UN-CFACT, basé également sur un type XML. Donc, le régime d'obligation en France impose ces 3 formats dans le cadre de la réforme. De ce fait, lors de l'ouverture de leurs services, les PDP et le PPF devront être en capacité de transmettre ces factures électroniques selon au moins l'un de ces 3 formats. Cela étant dit, les autres formats de factures électroniques ne vont pas pour autant disparaître, PDF et papier notamment, du jour au lendemain. Marc, est-ce que tu peux nous donner des précisions à ce sujet? Oui, je rappuie sur mon micro pour pas avoir d'écho. Et c'est vrai que le PDF va disparaître. On le voit de manière très précise, c'est indiqué à l'écran. Aujourd'hui, on est en capacité de transmettre une facture PDF. On vous a indiqué que la facture PDF était une facture numérique, que vous pouviez la déposer en fait directement sur le portail, mais c'est parce que l'AIFE, qui est l'Agence informatique financière de l'État, avait inséré un outil qui s'appelle l'osséirisation, c'est-à-dire être en capacité de lire les données d'un fichier PDF. Parce que ce fichier PDF peut être, je dirais, un fichier PDF natif, ou il peut être simplement une image. Et donc, il y avait un outil. Cet outil disparaîtra. Ça signifie que le PDF ne pourra pas être lu. Mais il sera admis de manière temporaire jusqu'au 31 décembre 2027. De quelle manière? Quand vous allez le déposer en mode portail. Comme aujourd'hui, si vous avez très peu de factures à faire avec le marché public, bah, vous les déposez en mode portail. Là, ce sera possible. Et donc, vous allez faire ce que l'on appelle la complétude de la facture, c'est-à-dire vous-même créer justement le FactureX qui sera au cœur de cette réforme. Mais pas uniquement en France, partout dans le monde, et en particulier en Europe, puisqu'on peut faire Cocorico, c'est une norme, comme l'a indiqué Maxime, franco-allemande, et puis l'Europe est au cœur de ces efforts électroniques à travers le monde. Mais justement, en parlant de FactureX, il faut qu'on puisse peut-être vous expliquer un petit peu plus en détail, et je crois que Maxime, c'est ce que tu voulais nous faire juste après. Oui, alors Cocorico pour le côté français. Après, je ne connais pas la mascotte côté allemand, mais toujours est-il que FactureX va résolument devenir le nouveau standard européen de la facture électronique. FactureX, en effet, c'est issu d'une collaboration franco-allemande depuis 2017. FactureX devient un standard de facture électronique en France et en Allemagne, et probablement dans l'Europe tout entière dans un avenir très proche. De quoi parle-t-on? En fait, il s'agit d'un format mixte ou hybride. Autrement dit, la facture comporte 2 fichiers. L'un, c'est un fichier PDF, donc il facilite ainsi le traitement traditionnel de la facture en permettant la visualisation à l'écran, ce que l'on connaît tous. L'autre fichier, et c'est là la nouveauté, c'est un fichier technique, autrement dit un fichier structuré de type XML, qui va permettre beaucoup plus facilement l'intégration des données de la facture dans vos logiciels métiers et aussi certains traitements comptables automatisés. Maintenant que nous sommes revenus sur ce pilier essentiel de la réforme en termes de format de facture, attachons-nous à présent à comprendre ce qui va changer au niveau des processus de facturation client et fournisseur. Ceci va être effectivement une véritable révolution pour l'ensemble du monde économique, tout en rappelant quand même que le concept de facture économique n'est pas nouveau en soi, puisqu'il a déjà été mis en place depuis 2017 lorsqu'il est question des entités publiques via le portail Chorus Pro. Justement, Marc, si on part du portail actuel, peux-tu nous aider à visualiser la stratégie globale de l'Agence financière pour l'informatique de l'État du point de vue de la généralisation de la facture électronique à l'ensemble des acteurs économiques? Marc, ton micro? Pardon, oui, j'en étais sûr de le couper, ça allait me faire. Donc, comme je disais, Maxime, et à vous tous, en fait, une stratégie a été mise en place parce que des décisions ont été réalisées. J'ai eu la chance de participer à l'ensemble des groupes de travail et des ateliers concernant les évolutions. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de voir que depuis novembre 2017, ont été mis en place ce qu'on appelle des IPM. Alors, je sais que Maxime ne voulait pas que j'indique ce terme, mais ce sont des instances de pilotage mutualisées. Alors, c'est un acronyme barbare, on l'a vu, des acronymes, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais ça parle de quoi? Ce sont des groupes de travail basés sur la représentation des acteurs et des institutions qui se chargent de proposer les évolutions et qui regroupent les expressions de besoin. C'est pour ça qu'on a, par exemple, sélectionné ce schéma Y à travers toutes les discussions possibles pour conserver ces flux. Et de la même manière, on a fait évoluer le portail Chorus Pro. Donc, dans les premières instances, on ne pouvait que déposer et réceptionner. Ensuite, on a rajouté, c'est pour ça qu'il s'appelle portail de service, par exemple, la possibilité de réceptionner vos commandes directement
de vos marchés publics. Et donc, beaucoup de choses ont été rajoutées pour le portail vers une évolution vers le PPF qui va donc maintenant englober le secteur privé en plus du secteur public avec une spécificité du secteur pour le secteur public que l'on va justement adresser. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre au niveau, maintenant, on va un petit peu plus se focaliser sur cette partie Chorus. Donc, vous êtes actuellement utilisateur, utilisatrice du portail Chorus, que ce soit en tant que secteur privé, donc fournisseur de l'administration publique, ou du secteur public en temps de réception. Alors d'abord, si je parle de ce secteur public, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Si lors de votre transaction, vous êtes une personne morale de droit public assujettie, vous êtes concerné par la réforme à l'émission. Donc là, vous allez avoir les mêmes modalités d'envoi de facture pour les titulaires que le secteur privé. Donc, c'est identique les processus d'envoi des factures que le secteur privé à travers le B2B. De ce que l'on a parlé au niveau des flux, de ce que l'on a parlé au niveau des formats, vous allez devoir le respecter. Et ce, à partir du 1er juillet 2024. Donc, vous êtes directement concernés, comme les grandes entreprises, comme les assujettis uniques qui ont été indiqués dans le calendrier par Maxime tout à l'heure. Donc, en émission, l'obligation de facture sera le même que le B2B. Et puis, en réception, vous avez toujours la possibilité de réceptionner ces factures. Par contre, pour votre code public, si vous êtes privé, vous allez donc de la même manière continuer d'adresser vos factures au portail Chorus Pro, comme vous le faites actuellement, et on va le voir pourquoi. Mais avant de voir ce qui ne change pas, on va avancer sur ce qui va changer pour vous. Maxime, est-ce que tu peux revenir sur les enjeux techniques de ce qui va changer pour l'ensemble des entreprises et du public? Oui, Confirmé. voilà, Marc. Si on fait très simple pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà le portail Chorus Pro, ce qui change, c'est l'obligation de respecter l'un des 3 formats du socle minimal. Donc, pour leur format de leur facture, à savoir FactureX ou UBL ou C2I. En conséquence, l'action majeure à mener pour vous d'ici le 1er juillet 2024, c'est d'adapter votre format d'émission de facture, autrement dit, passer du format pivot actuel vers l'un des formats du socle minimal. Donc, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, j'ai parlé de ce qui va changer. Mais Marc, si on prend l'autre côté des choses, peux-tu nous expliquer ce qui ne va pas changer? Oui, c'est bon, vous m'entendez au niveau du micro? Ok. Oui, dans ce qui va changer, en fait, ce qui ne va pas changer, c'est d'abord, aujourd'hui, vous facturez déjà l'administration publique. Vous avez donc un compte, un gestionnaire principal. Ce sera toujours votre point d'accès, c'est-à-dire que ce compte-là, vous allez conserver l'ensemble des identifiants et il sera automatiquement migré vers le PPF. Autrement dit, vous n'avez rien à déclarer, puisqu'en fait, directement sur le portail, votre compte et votre structure sera rattachée à ce gestionnaire principal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'obligation de passer en direct à travers le portail. C'est-à-dire que vous allez être dans un régime de semi-liberté. Semi, pourquoi? Parce que pour vos échanges privés, vous allez être en capacité de choisir de passer soit par une PDP, soit d'accéder directement au PPF, soit de recevoir via le PPF, soit de recevoir voire une ou plusieurs PDP. Et pour le secteur public, ce n'est pas le cas. Vous êtes obligé, comme aujourd'hui, de transmettre à travers votre opérateur de dématérialisation ou de manière sur le portail, bien entendu, directement avec le PPF et les raccords Chorus. Donc, c'est à l'AIFE en ce moment qui sont en train de mettre en place tous les tuyaux pour que vous n'ayez pas d'impact de votre côté et que ce que vous avez pu mettre en place, c'est tout simplement vous assurer avec votre opérateur de dématérialisation qu'il est en capacité de suivre. Je dis ça parce que de temps en temps, beaucoup d'entreprises ont intégré des modules complémentaires proposés par le RP qui allaient justement faire que du dépôt sur Chorus. Ces modules vont être mis à jour forcément. Et donc, vous avez vu qu'il y a eu un décalage entre le fait qu'au moment où vos ERP sont en capacité de s'adresser directement au portail Chorus et puis la mise en œuvre. Il risque d'avoir le même décalage. Donc, faites très attention et retournez-vous vers vos éditeurs. Ensuite, les fonctionnalités annexes. Elles sont propres au B2J, elles seront conservées. Les factures de travaux dans le cadre des marchés de travaux, uniquement les marchés publics, bien entendu. Les frais de justice pour tous les experts qui interviennent dans les tribunaux, remboursement de taxes pour la partie agricole et toujours la partie commande et engagement. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Là, je crois, Maxime, c'est l'heure des questions. Tu m'avais parlé de quelques questions justement par rapport à qui étaient revenues assez fréquemment. Est-ce qu'on peut les aborder une à une?
Oui, alors c'est vrai qu'en abordant le sujet avec nos clients et nos nombreux prospects, j'ai très souvent les mêmes questions qui reviennent quand on commence à décortiquer ensemble la réforme par rapport à leur propre contexte. Donc, par exemple, est-ce que le raccordement technique via EDI ou API sera conservé? Alors, on est en plein dedans. Il y a eu d'ailleurs des soucis en fait cette semaine avec la mise en place de pistes en fait, avec les évolutions. Donc, j'ai parlé d'évolution, d'IPM tout à l'heure. Les évolutions sont constantes et donc à partir de là, c'est le portail Chorus. Simplement, ils ont, changé, le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'entreprise, hein, qui est en charge de la création du portail et la mise en œuvre. Donc c'est à l'AIFE de s'occuper de ça, c'est pas à vous. Donc votre raccordement technique EDI doit être conservé. Néanmoins, il faut se rapprocher de son opérateur de dématérialisation et son éditeur. S'ils sont pas en capacité de vous répondre, bah, faut pas hésiter à revenir vers nous pour avoir plus d'informations complémentaires. La deuxième question, c'était. Ok, très clair. Alors, pour le dépôt automatique d'une facture PDF au format E2 minimum, est-ce que ce sera toujours possible? Alors, le format E2, je crois que Maxime en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelait le flux pivot. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faciliter, quand vous avez commencé à travailler avec le marché public, vous vous êtes dit, je vais déposer ma facture en mode portail, elle est au format PDF. Et donc, il y a la fameuse complétude de la facture et la création derrière d'une facture numérique par l'AIFE, par le portail. La deuxième chose, c'est d'automatiser votre raccord. Et là, de la même manière, vous avez transmis votre PDF. Et on l'a vu, ce ne sera plus possible de transmettre le PDF. Donc ce format E2 qui va juste récupérer les en-têtes de votre facture et puis présenter votre facture PDF directement à votre client final public, ça ne pourra plus avoir lieu. Vous serez obligé de passer par l'un des trois formats et c'est pour cela qu'on préconise effectivement l'utilisation de FactureX pour garder au sein du triptyque de la facture électronique, on n'en a pas parlé, mais je le rappelle, c'est authenticité pour identifier l'émetteur, intégrité pour s'assurer effectivement que les données soient conformes et puis non modifiées. Et puis le troisième, c'est la lisibilité. Et la lisibilité, le PDF l'avait, mais aujourd'hui, le FactureX peut avoir ce triptyque directement intégré. La troisième question. Alors, très bien, mais par rapport au dépôt de pièces complémentaires, est-ce que ça fonctionnera toujours pareil? Alors, ça va changer d'échelle. Donc, on va passer de 75 à 100 millions de factures par an à 2 milliards de factures. Donc, on voit qu'on ne peut pas forcément utiliser les mêmes seuils sur les pièces complémentaires. Donc, chaque cas sera différent. Il existe un seuil qui est très bas maintenant au niveau des factures. Donc, si vous devez transmettre des factures, des pièces complémentaires, des pièces justificatives, il est important de discuter avec votre opérateur de dématérialisation pour savoir comment les gérer et voir dans quel contexte on pourra les insérer au niveau du portail, les mettre à disposition à travers le portail, mais ça sera extrêmement limité. Et peut-être Ok, une dernière question. très simple, très clair, super. Voilà, la dernière question que j'ai très souvent en ce moment, c'est peut-on transmettre ces factures B2G via une plateforme partenaire privée, autrement dit une PDP? Voilà, bon, bah, pour ceux qui ont écouté, mes propos et si j'ai été clair, c'est non, c'est on ne pourra pas. L'État a refusé que ça soit une collectivité ne pourra pas réceptionner à travers la PDP, sera obligé de la réceptionner sur le portail et si vous êtes privé, vous êtes obligé de transmettre sur le portail directement avec un opérateur de dématérialisation. Donc si vous sélectionnez une PDP, assurez-vous bien que la PDP n'est qu'une partie de l'offre de service qu'ils proposent et qu'ils sont en capacité de discuter également en direct avec le portail. C'est assurément. Alors, je crois que maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça, on est revenu sur le focus, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur la manière dont on va vous accompagner, dont on va vous apporter nos connaissances et en quoi on va pouvoir vous aider tout simplement à répondre à ces différentes échéances. Voilà. Et pour cela, par rapport à notre positionnement, on a, pour commencer, je dirais, des engagements. Et quels sont nos engagements, Maxime? Alors, les engagements que l'on prend depuis plusieurs années, euh, autour de la facturation électronique en France, mais aussi en Europe de manière plus large, nous nous positionnons en fait comme opérateur de dématérialisation à forte valeur ajoutée à destination d'une PDP ou du PPF. À ce titre, nous sommes également experts de Chorus Pro depuis 2016. On fait partie du club utilisateur dès les débuts de Chorus Pro. Par ailleurs, au niveau européen, on est point d'accès PayPal depuis 2018. Et dans le cadre de la mise en place de la réforme en France, nous sommes membres actifs des groupes de travail avec le FNFE,
la DGFiP et la IFE depuis 2019, donc en lien très étroit avec l'administration. On m'a Donc parlé Marc, d'acronymes d'IPM, mais il y en a quand même beaucoup des acronymes, hein, quand même. Hein. c'est pas moi qui l'ai fait malheureusement. Oui, Euh, oui. voilà, alors peut-être que si on part sur d'autres choses que les acronymes, est-ce que tu pourrais nous résumer notre cheminement sur cette question de la facturation électronique depuis déjà plus de 6 ans? Oui, très rapidement, on a une approche extrêmement, avec humilité, simple et pragmatique. On s'est dit qu'on a une compétence sur Chorus. On sait comment s'interfacer avec le portail. On s'est posé la question, on a même signé une charte en disant qu'on allait être PDP, et on s'est aperçu qu'on n'allait pas forcément être PDP dans les temps. Donc on s'est focalisé sur la même façon que le portail, c'est-à-dire faire évoluer notre produit pour avoir une couverture globale de l'ensemble des factures. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à recevoir après la réforme des factures par email, mais simplement vous allez devoir faire des déclarations de e-reporting. Pourquoi? Parce que vous allez effectivement avoir l'émission de factures à la fois en direction du portail et à la fois en dehors du portail. Donc on voit bien qu'on est passé de quelque chose de Chorus centré à travers un Compleo Invoice Platform et on a suivi exactement la même démarche. Donc c'est une approche assez simple et pragmatique que l'on a décidé de mettre en place. Et donc, ce raccord Maxime en a parlé tout à l'heure au niveau des engagements à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme forte valeur ajoutée qui est un terme marketing? Je suis d'accord, mais il existe des choses. D'abord, en fait, on a une réconciliation avec vos commandes, parce que vos commandes, vous allez devoir les recevoir. Donc là, il va falloir avoir un élément qui va faire le lien entre ce qu'il y a dans votre ERP et puis ce qu'il y a sur le portail. Ensuite, au niveau de l'archivage, bah, c'est la mise en place de partenariats. On va être en capacité de travailler avec des PDP, mais pas uniquement, des systèmes d'archivage électronique. On parle notamment de Strato, avec qui on travaille déjà actuellement. Et puis après, on a la partie e-reporting. Est-ce qu'on va rajouter effectivement cette fonctionnalité? Et puis, la réception par email et l'émission par email. Mais tout cela avec une vraie logique ERP. Qu'est-ce que ça signifie avoir une vraie logique ERP? C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vont devoir effectivement extraire les principales fonctionnalités de votre ERP pour pouvoir les intégrer dans leur plateforme. Alors, ça peut être une idée, ça peut être une solution pour certains, mais ce n'est pas notre positionnement. Nous, on s'est dit que l'investissement que vous avez réalisé dans votre ERP, eh ben, vous devez le conserver. Et si vous l'avez réalisé, c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il est propre à votre situation, à votre manière de travailler, au bien que vous vendez. Et donc, à partir de là, on va se baser et on va simplement synchroniser. Ce sera une porte ouverte entre votre portail, entre votre système d'information, pardon, et le portail. Donc, c'est le positionnement qu'on en a décidé de mettre en place. Super, c'est simple, précis, logique et pragmatique. Peut-être que pour ceux qui nous suivent, ce serait vraiment intéressant de se projeter sur l'interface logicielle que nous allons proposer à nos clients. Oui, il nous reste quelques minutes et là, c'est important juste de vous montrer, c'était pas non plus pour trop vous montrer dans le détail, mais en fait, l'applicatif, en fait, elle est assez simple. D'abord, vous allez recevoir des emails entrants. Donc, à partir de là, l'idée, ce sera de se dire comment les traiter. Donc ici, en fait, on a la possibilité déjà, puisque ça, c'est déjà en production et en test, enfin en production et en phase de qualification chez nos clients. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc quand on a une facture qui est ici, c'est le fait de se dire c'est une facture. À quel comptable on l'adresse? Éventuellement, si elle a une pièce jointe, on aurait pu l'associer. Là, c'est pas ce que j'ai fait. On peut la transférer et on va pouvoir effectivement sélectionner, savoir si c'est du e-reporting ou pas du e-reporting. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc si je prends en fait une autre facture, peut-être celle-ci, sera un petit peu plus parlant au niveau de la facture et du rapprochement. On va comprendre un petit peu ce que c'est que le rapprochement. Vous voyez ici, il y a une pièce inconnue. Donc là, c'est une facture. Et puis ici, il y a une pièce justificative. On l'a dit, et elle est rassociée à cette facture. Comme ça, on sait au travers le cheminement que cette facture a toujours une pièce justificative et ça va être intéressant. Une fois qu'on a réceptionné ces emails, eh ben, la facture, elle n'est pas électronique, donc il faut la transformer. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle facture reçue. Donc ces factures reçues, ce sont des factures qui vont être à valider. Et là, derrière, on a mis en place de la technologie, je dirais, de la technologie de machine learning, d'intelligence artificielle, qui va être en capacité de lire votre facture et de la synchroniser avec votre base fournisseur qui se trouve dans votre ERP, si vous avez bien écouté mes propos, avec l'ensemble des informations, éventuellement la liste des commandes qui sont associées, en fait, qui sont toujours pas rattachées à une facture. Donc c'est uniquement ça, les factures. Et puis, s'il y a besoin de créer, par exemple, un bon à payer, bah, vous allez être en capacité de sélectionner une personne, de créer un bon à payer, de lui envoyer un message, excuse-moi, j'ai pas de commande là-dessus, qu'est-ce que je fais? Et à partir de là, vous allez avoir l'ensemble des événements sur cette facture, très intéressant pour quand on reçoit la PAF. Hein. Alors, c'est pas une BAF, hein, c'est la piste d'audit fiable. Donc, pour corroborer effectivement
contribuer à cette piste d'audit fiable, vous avez besoin d'avoir cette identification, cette traçabilité que l'on offre à travers cette solution. Et puis après, bien entendu, se pose la question des factures réceptionnées directement sur le portail. Donc là, quand vous êtes public, là, ça va être, vous savez un petit peu en réception, quand vous êtes privé, toujours pareil. On fait le rapprochement entre le client avec le fournisseur. Ça, on l'a compris. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand même, au niveau de cette facture, c'est celle-ci que j'ai regardée? Oui, c'est celle-ci que j'ai regardée. On va être en capacité aussi de la traiter. Donc ici, vous allez pouvoir la traiter. Donc ici, ce sont les statuts qui sont aujourd'hui disponibles sur Chorus Pro. Ils seront un petit peu différents puisqu'il va y avoir une fusion des statuts, hein. Certains statuts vont disparaître. D'ailleurs, pour la petite information, à recycler disparaîtra, hein. C'est un statut qui disparaîtra et qui sera pas remplacé du tout, mais il y aura acceptation. Enfin, il y a différents statuts, on y reviendra si vous avez des questions à ce sujet, avec plaisir. Et puis, bien entendu, les factures envoyées. Donc là, les factures envoyées, c'est pour tout le monde. C'est à la fois pour le secteur privé et à la fois pour le secteur public. Et puis ici, si vous vous connectez avec une PDP, la possibilité de travailler et de rajouter effectivement autant de PDP. On a parlé de PayPal, de rajouter PayPal pour avoir une interface unique de gestion de ces factures. Pardon, excusez-moi. Et puis ici, vous allez être en capacité de pouvoir traiter l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos structures, les utilisateurs, comment effectivement vos fournisseurs aussi pour se synchroniser avec votre base ERP. Donc tout cela, c'est des fonctions et c'est en mode SaaS que c'est proposé. Donc on va avoir une passerelle qui va permettre de faire le lien et d'ouvrir votre système d'information vers le fameux portail PPF et les PDP. Je terminerai juste, parce que vous l'avez peut-être jamais vu pour certains, mais le portail Chorus Pro, voilà ce que c'est que le portail Chorus Pro aujourd'hui, hein. Et demain, il aura pratiquement la même interface homme-machine avec des domaines différents. Donc, domaine de facturation à l'émission, domaine de facturation à la réception, public, privé, et puis après, les autres éléments avec la commande. Voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'ai pensé important de le montrer. On a terminé, je crois, non? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Maxime? Est-ce que je suis un peu perdu? Il reste juste à présenter très brièvement notre société. Ah bah oui, Donc nos Simtrax, ressources. pardon? Nos ressources, absolument. Exactement. Donc nous sommes un éditeur de logiciels et nous mettons un point d'honneur à accompagner nos clients sur la durée pour ce qui concerne l'ensemble des évolutions technologiques et réglementaires autour de la dématérialisation, transformation et diffusion de tout type de documents depuis plus de 30 ans. Et ceci en impactant au minimum vos processus de travail et vos logiciels déjà en place. Et nous avons 8 bureaux nous permettant de couvrir l'ensemble des fuseaux horaires pour nos clients d'envergure mondiale. Merci. Alors, je suis en train de, pardon, j'étais perturbé parce que je commençais à lire les questions d'Angélique, de Valérie, de Dominique, etc., de Kalwan aussi. Alors, simplement, tout savoir sur la facturation avant de terminer. Nous avons nos e-books, nous avons nos webinaires, nos replays, notamment la dernière conférence que l'on a réalisée avec la DGFIP et l'AIFE qui est à disposition pour vous, pour avoir l'information des gens en fait qui fabriquent le portail et qui sont derrière, pas uniquement des différentes choses. Et puis, on vous a fait des cahiers de vacances. Vous êtes super contents. C'est des cahiers de vacances sur la facturation. Donc, le premier arrivera la semaine prochaine et vous allez avoir à chaque fois une question, des réponses et nos conseils qui vont donc alimenter l'ensemble des cahiers de vacances. Bon, franchement, si vous retrouvez à la montagne comme moi au mois d'août, je comprends que vous puissiez décrocher un petit peu, mais ils seront quand même intéressants à suivre et je vous invite vraiment à suivre nos réseaux sociaux pour pouvoir répondre et avoir les informations, les dernières informations, d'autant plus qu'on attendait la parution des nouvelles spécifications à fin juin. J'ai eu l'information hier. On devrait les avoir fin de semaine, début de semaine prochaine. Autre information qui sont un petit peu confidentielles, mais que je partage quand même avec vous, ce sont des informations au niveau des PDP. 300 entreprises avaient demandé d'être PDP, 90 avaient signé une charte, dont Simtrax, et aujourd'hui que 12 à peu près ont été réceptionnés en termes de dossiers. Donc on voit qu'il y a un changement d'échelle. Donc en termes de la question sur les PDP, ce n'est pas forcément celle qui se pose, puisque aujourd'hui, on ne va pas savoir qui sera PDP avant 2024, bien entendu. Est-ce qu'on peut commencer sur les questions, Maxime? Est-ce que toi, tu as vu les questions? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu peux m'en poser ou comment ça se passe? Oui.
Alors, je regarde les questions. Je crois qu'il y a un onglet Euh, favori, il me semble, hein. oui, c'est ça. Donc, si on choisit une autre plateforme qui n'est pas Chorus, alors qu'on émet des factures de travaux publics et privés, comment ça se passe? Alors, si on choisit en fait une autre plateforme qui n'est pas Chorus, alors on émet des factures de travaux publics et privés. Vos factures privées sont considérées dans le cadre de la transmission de factures entre deux assujettis à TVA. Donc si TVA il y a et si assujetti, si ça rentre dans le champ d'application de la TVA et pas si c'est éligible, à ce moment-là, vous devez traiter vos factures à destination des marchés privés de la même manière qu'une facture traditionnelle. Par contre, il existe des cas d'usage qui vont faire l'auto-liquidation, l'auto-facturation, les factures d'acompte, les factures d'escompte, hein, quand vous faites une remise. Donc tout ça, ce sont des cas d'usage. Simplement, ça rentre dans le cadre de la facturation électronique, simplement avec des rôles un tout petit peu différents, c'est-à-dire en termes de déclaration du cycle de vie. Ça, c'est le premier point. Dans le secteur public, rien ne change. Vous ne pouvez que transmettre votre facture de travaux au portail Chorus Pro, au futur portail PPF, de la même manière que vous pouvez l'adresser aujourd'hui, soit à travers le mode portail, soit à travers une solution. Nous, par exemple, dans notre solution, on intègre les factures de travaux, hein, donc ça, c'est intéressant de le savoir. On a une solution qui permet de déposer les situations de travaux. Ok. Alors, j'ai une question de Kalouane. On va revenir sur sur cette question. Donc, si on a une PDP en émission, on envoie nos factures B2G à notre PDP qui les transmet ensuite au PPF. C'est correct? Non, c'est pas bon. On ne peut pas faire ça. La PDP, en fait, la PDP, donc c'est un service, d'accord? C'est un service, c'est-à-dire c'est une immatriculation sur toutes les fonctionnalités proposées par le PPF. Donc dans ce cadre, l'immatriculation ne se fait que sur ces services de réception de l'ensemble des factures, de réception de l'ensemble du reporting et de l'extraction de ces données de manière gratuite. Autrement dit, si vous transmettez une facture à votre portail, qu'il soit public ou privé, il va être en capacité d'extraire ces informations pour ensuite les transmettre à l'administration. Ceci étant dit, votre facture de travaux, il ne peut pas en tant que PDP transmettre votre facture publique. Il peut par contre en tant qu'OD, opérateur de dématérialisation, les transmettre. Mais à ce moment-là, il utilisera votre raccordement technique, le raccordement technique de son client et pas son raccordement à lui. Et donc, il va se connecter au nom du client en tant qu'opérateur de dématérialisation, mais pas en tant que PDP. Parce qu'entre une PDP et le PPF, ce ne sont que des données qui circulent. Alors que là, dans le cadre du B2J, ce sera la facture qui devra circuler. Donc, il ne pourra pas le faire via le chemin, le flux standard de PDP à OD. Donc, ce sont deux flux différents. Donc, il faut demander à votre PDP si elle fait aussi office d'opérateur de dématérialisation. Voilà. Avant toute chose, il faut qu'une PDP fasse office d'opérateur de dématérialisation. C'est notre J'espère. travail aujourd'hui. On est tous opérateurs de dématérialisation à ce Voilà. jour. Donc, est-ce que tu veux terminer le webinaire par une question un peu compliquée, Marc? Alors, la taille de l'entreprise, moi depuis tout à l'heure, je vois la question d'Angélique et j'ai envie d'y répondre. C'est la taille de l'entreprise est appréciée au niveau du groupe ou au niveau de chaque entreprise du groupe. Alors, si le groupe a décidé d'être assujetti unique, est un nouveau cas de figure en fait de TVA de déclaration depuis le 1er janvier 2022, oui, c'est au niveau du groupe, puisque c'est vis-à-vis de l'administration, il ne voit que le groupe. Si par contre, il n'y a pas d'assujetti unique, c'est chaque entreprise, effectivement, qu'il faudra vérifier sur le portail de l'annuaire des entreprises. On pourra vous donner les informations pour savoir à quelle catégorie vous appartenez. Donc, plutôt au niveau des établissements et plutôt au niveau de chaque entité du groupe. Deuxième question, pourra-t-on envoyer une facture au format UBL PDF? L'UBL PDF, ça veut dire le FactureX. Donc, c'est ce format FactureX qu'on devra utiliser. Et en plus, on devra utiliser une norme EN 16931 pour le faire. On y reviendra parce que aujourd'hui se pose la question des données qui sont dans le fichier structuré. Est-ce qu'elles sont complètes ou pas complètes? Si elles ne sont pas complètes, vous allez devoir garder le lisible avec les données structurées. Si elles sont complètes, les données structurées peuvent se suffire à elles-mêmes. Donc, vous voyez, il y a plein de cas de figure, mais on est en capacité de vous répondre là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux une dernière Parler question, du décalage, Valérie, sur les API, oui, elles vont changer, mais en même temps, ce n'est pas notre travail. C'est-à-dire que c'est l'AIFE qui va s'occuper de les changer et faire en sorte que tous les tuyaux les tuyaux existants puissent être remplacés et à la rigueur, hein, ou connectés aux tuyaux d'hier. Donc, c'est ce qui va se passer. Très bien. Alors, en formation, oui, on est arrivé à la fin, c'est ça que tu me dis? Je pense qu'on arrive gentiment à la fin, oui.
Alors, bonjour Marc, voici une question en liaison avec le titre du webinaire. Merci beaucoup Thierry pour cette question. Qui va faire de vous un champion? Alors ça, je ne sais pas, mais on va le voir. C'était la question difficile. C'était la question difficile. Voilà. Pour quelle raison l'archivage proposé par le PFF ne serait-il pas à valeur probante, ce qui aura permis aux contribuables d'être assurés de la conformité des factures clients-fournisseurs? On a combien de temps pour y répondre? Alors, les factures, si vous transmettez votre facture directement au portail et si surtout vous les réceptionnez sur le portail, l'État a décidé que ce n'est pas le portail qui va faire office en fait, de votre solution à archivage à valeur probante. Autrement dit, l'émetteur et le receveur, celui qui réceptionne cette facture, ont l'obligation, comme aujourd'hui, les décrets n'ont pas changé cette partie de la loi, de conserver leur version et donc leur facture. Donc à l'émission, vous êtes obligé de le conserver. Simplement, le PPF va contribuer à la piste de dite fiable puisque vous pourrez vérifier et indiquer au contrôleur que cette facture-là a bien été déposée et acceptée et reçue par le PPF qui lui-même a été traité par le destinataire, le client. Donc là, je dirais que ça va contribuer à la piste d'audit fiable. Mais en aucune manière, le PPF ne pourra conserver cette facture pour vous. Pourquoi? Parce que comme il s'agit d'un système d'archivage externe à votre organisation, lui va y proposer ses propres certificats qui ne sont pas les vôtres. Et vous savez que quand vous mettez un certificat à l'émission, et ben là, vous garantissez le triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, authenticité, intégrité, lisibilité. Mais bien sûr, le portail, lui, il a ses propres codes. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le portail pour pouvoir conserver vos propres factures. Simplement, si vous choisissez une PDP, la facture ne sera pas conservée sur le portail, elle sera conservée sur votre PDP. Donc, si vous changez de PDP, vous allez avoir des factures, la première PDP, la deuxième PDP et éventuellement le PPF. Le PPF, lui, les conservera de toute façon pendant 10 ans si vous lui adressez la facture directement ou si vous demandez la réception de la facture sur le PPF. Ouf, on aurait pu faire plus court, mais ce n'est pas évident. C'est parfait. Merci beaucoup, Marc, pour tes précisions. Alors, en tant que TPE, vous avez un petit peu le temps. C'était peut-être la dernière question. Merci en tout cas à tous pour cette conférence. Un grand merci, vraiment, vraiment, parce que ce début juillet, je pensais vous voir plutôt sur les plages que vous voir derrière la caméra en train d'assister à notre conférence. Donc, une fois de plus, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation précieuse et avec vos questions. Nous espérons avoir l'opportunité de discuter avec vous à la rentrée, de vous servir, de répondre à l'ensemble de vos questions. N'oubliez pas les cahiers de vacances. Votre satisfaction est bien sûr notre plus grande récompense. Je vous souhaite un excellent après-midi, de très bonnes vacances d'été et vous dis à très très bientôt. Maxime, ce fut un plaisir. Margot, merci. Et merci à Webikeo d'avoir assisté, de nous avoir assisté sur cette conférence. Merci. Au revoir.